Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage, votre podcast dédié aux arts martiaux mixtes. Pas de côté, Ben Baudouin. Salut mon ami. Ça va bien? Yes, très bien, merci. Je vous avertis, ça va être un podcast éclair cette semaine. Désolé, on est un petit peu... En plus, on est en retard. Notre horaire a été complètement chamboulé cette semaine, mais on tenait quand même à faire un épisode, même si on n'a pas beaucoup de temps. Je travaille trop. En fait, j'ai pris congé. Ça aussi, ça, faut pas le dire trop fort. Pris congé pour un pool de football, imagine. À quel point je suis passionné de la NFL. Qui commence ce soir. On enregistre jeudi, ça commence ce soir. Mais ça. On a hâte. Mais revenons à nos moutons parce qu'on tenait quand même à faire un épisode vu qu'il y a le gros UFC 242 cette fin de semaine. On voulait absolument en parler, mettre la table pour ce gros événement-là. Donc, on va faire ça. On va essayer de rapper ça en une demi-heure, si vous le voulez bien. On va quand même revenir sur l'UFC Shenzhen parce que on a eu quelques surprises la semaine passée, mon Pat. Ouais. Et on peut revenir sur ce qu'on avait dit. Ce que tu avais dit. Ce que j'avais dit, écoute, c'est. Souvent, je vais me tromper sur un ou deux combats. Là, je me suis trompé complètement d'un bout à l'autre, partout. Tout ce que j'avais. J'ai pas prédit. On me demande de me donner mon opinion sur les combats. Je donne mon opinion. C'est pas des prédictions comme telles. Moi, je donne mon opinion que je pense que ça va être... je pensais que ça allait être une victoire facile pour Jessica Andrade. Ça a été une victoire facile justement pour son adversaire qui a fait une performance incroyable. Mais une chose qu'il faut retenir de cette performance-là est que Weili Zhang est devenue une star instantanée, mais pour l'UFC... Ils ont un champion maintenant, une championne dans un pays qui a 1 milliard de personnes. Ça, là, ça vaut plus que n'importe quel argent qu'ils peuvent investir dans l'organisation. C'est money, money, money. Apparemment que Zhang Weili c'est sur ses plateformes sociales, ses médias sociaux qui sont un peu différents en Chine. Ici, ils n'utilisent pas les mêmes plateformes que nous, là, auxquelles on est habitués. Mais sur ces plateformes, apparemment que ça a explosé. David Shaw, j'ai vu un tweet là, de Aaron Bronstetter, notre collègue de TSN, qui a parlé à David Shaw, le vice-président contenu international, qui a dit « On n'a jamais vu ça, une athlète, une championne, avoir autant de renommée instantanément grâce à une victoire dans l'octogone. Victoire en 41 secondes contre Jessica Andrade. » La Chine, exactement. Ça fait longtemps qu'ils essaient de percer ce marché-là. Ils ont fait un Ultimate Fighter chinois qui ça a passé dans le vide là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de calibre de combattants là-bas. Et là, il y a Li Jingliang en demi-finale, on va en parler. Mais là, une championne. Il n'y a pas beaucoup de Chinois qui ont réussi à dominer dans ce sport-là quand même, parce que c'est bizarre pareil, parce que les arts martiaux, on pense que c'est plus asiatique, ça vient du monde de l'Asie. Mais vraiment, au niveau des Chinois comme tel, ça n'a jamais été vraiment une force vraiment pour eux. Les arts martiaux mixtes, c'est beaucoup plus américanisé que dans l'Asie. Ça, il faut le dire. Là-bas, c'est vraiment des arts martiaux plus traditionnels, probablement. Donc là, il faut dire qu'avec cette victoire-là de Zhang, ça a explosé avec raison. Mais comme je le répète, là, je suis devenu championne d'un pays qui a 1 milliard de personnes. 1 milliard, c'est sûr et certain que tout le monde la connaît aujourd'hui. Puis c'est une grande, grande star. Et une performance extraordinaire. Rapidement, elle a contré. On le savait qu'Andrade allait avancer rapidement, mais en contre-attaque, Zhang a réussi à ébranler, dans le fond, Andrade. Puis ça s'est terminé avec des coups. Ça sortait vite. Coups de genoux là, qui ont vraiment mis la championne KO. Donc, elle a peut-être pris un petit peu à la légère, Andrade. Là, mais force est de constater que Zhang Weili a quand même une bonne force de frappe aussi. Donc, chez les 115 livres, ça peut être intéressant pour... Puis, tu sais, quand tes mains sortent tellement rapides de même, puis tu es une bonne contre-attaqueuse, face à une adversaire qui est tellement agressive comme Jessica Andrade, qui avance toujours, ça peut porter fruit. Et là, ça porte fruit vraiment. Mais il faut lever notre chapeau quand même. Jessica Andrade est allée défendre son titre dans le terrain ennemi quand même. Là. Donc, c'est pas n'importe qui serait game de faire ça. Elle s'est fait jouer un petit peu le même tour. Le parallèle est intéressant. Rose Namajunas est allée au Brésil, dans la cour d'Andrade, a perdu son titre en terrain ennemi.
Andrade a essayé de faire la même chose en Chine cette fois-ci et s'est fait jouer le même tour. Donc. Et beaucoup se demandaient pourquoi c'était Zhang qui avait un combat de championnat du monde parce que personne ne la connaissait vraiment avant ce combat-là. Eh bien, la raison, c'est que personne ne voulait affronter Zhang. Tout le monde refusait, tout le monde se trouvait des blessures, des choses comme ça. Donc, à un moment donné, on est arrivé à un cul-de-sac, on a dit, on comprend un peu mieux pourquoi on l'évitait après avoir vu ce combat-là. Rapidement, Li Jingliang qui a battu également Eliseo Dos Santos. On avait dit la semaine passée que Dos Santos était peut-être un gars à surveiller à 170 livres. Il n'a jamais vraiment été dans le coup. Jingliang a été bon défensivement. C'est lui qui avait la plus grande force de frappe, qui a été beaucoup plus précis. Dos Santos, j'ai l'impression il essaie d'être créatif, essaie de sortir des coups de pied, mais on dirait que ça manquait vraiment de punch. Là, je ne sais pas si la différence d'horaire, des choses comme ça, c'est venu le chercher, mais écoute, c'était pas le Dos Santos qu'on connaissait. Vraiment, là, il est sorti flat, mort quasiment. Ça fait ébranler le premier round. Il faut dire, par exemple, Jingliang, dans les 2 dernières années, là, a vraiment pris un pic, s'est vraiment amélioré. Et c'est ça. Moi, j'avais donné les deux perdants gagnants. Et en tout cas, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux vont savoir de quoi que je parle, mais on ne vous encourage pas à jouer. Non. Okay? On ne vous encourage pas à jouer. Des fois, on nous demande nos prédictions, on nous demande nos opinions. Là, vous pouvez faire votre idée avec ça si vous voulez jouer. Mais il y a du monde, il y a une personne, et je ne vais pas le nommer, mais il y a une personne qui nous met ça un peu sur notre faute parce que lui, il a misé sur qu'est-ce que nous, on avait dit. Et là, il aimerait ça qu'on s'excuse, des choses comme ça. Écoutez, là, à un moment donné, on donne notre opinion. On est des experts là-dedans, sauf qu'on ne connaît pas la raison. On a plus d'expérience, peut-être un peu plus, mais... Chacun est propre responsable de ses actions. Si vous mettez votre argent, si vous misez votre argent, vous êtes responsable des conséquences. Donc, c'est dit. C'est dit. Et comme Pat a dit, on ne vous encourage pas à jouer. Et c'est ça la beauté de ce sport-là, parce qu'on a beau faire des prédictions, on a beau lire sur les combattants, regarder qu'est-ce qu'ils font. Quand la porte de l'octogone se ferme, tout peut arriver. On en a eu la preuve cette fin de semaine, donc on ne peut pas contrôler. C'est pour ça qu'on aime autant ce sport-là aussi? C'est la raison pourquoi ce sport-là a explosé dans les 10 dernières années avec une popularité fulgurante. C'est parti en flèche. C'est exactement pour ça, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Beaucoup de surprises. Des surprises, est-ce qu'on va en avoir cette fin de semaine? Un gros gala du côté d'Abu Dhabi samedi. Ouais, c'est ça l'affaire, c'est qu'on ne voudra plus rien dire. Mais regarde, on va quand même parler de l'UFC 242 qui s'en vient cette fin de semaine. Dustin Poirier contre Khabib Nurmagomedov. Alors, c'est cette fin de semaine, ce samedi. Notez bien l'heure, midi à RDS pour la carte préliminaire de ce gala UFC 242. Ça se poursuit avec la carte principale à la télé à la carte dès 14h. Bien sûr, Pat Côté en compagnie de son collègue, et notre collègue en fait, Jean-Paul Chartrand Jr. qui seront à la description et à l'analyse. Khabib contre Dustin Poirier, champion contre champion. Poirier est allé chercher ce titre intérimaire avec sa victoire contre Max Holloway il y a quelques mois. A-t-il une chance de réellement détrôner Khabib Nurmagomedov qui est invincible depuis le début de sa carrière? C'est pas compliqué. Bien, dans les faits, on va dire non, mais dans la réalité, c'est oui. Quand la porte se ferme, on l'a dit tantôt, tout peut arriver. Il reste, est-ce que Poirier va être capable de soutenir la pression de Nurmagomedov qui avance jusqu'à temps d'arriver à ses fins, d'aller chercher le fameux takedown. Et quand il est à terre, bonne chance pour te relever parce que c'est un gars c'est une sangsue, il y a une lutte qui est active, il travaille, il fait pas du lay and pray. Et on a vu à ses derniers combats, Khabib, qui s'est beaucoup amélioré au niveau de la boxe également. Mais c'est pas un super bon boxeur. Il paraît un bon boxeur parce qu'il met tellement de pression. Quand il s'est battu contre Edson Barboza, Barboza, on s'entend sur papier, c'est un bien meilleur combattant debout. Sauf qu'il l'a outboxé. Il l'a touché, il n'arrêtait pas. Puis on dirait que c'était lui le meilleur des deux combattants debout. Mais c'est parce qu'il met tellement de pression, il fait reculer ses adversaires, qu'à un moment donné, il touche la cible, boum, disparaît en dessous, amène ça à terre. Puis là, encore une fois, bonne chance pour te relever. Dustin Poirier, par contre Max Holloway, a vraiment été impressionnant au niveau de sa boxe. Technique vraiment précise. Gaspillait pas de coups. Mais j'ai l'impression que Khabib s'est beaucoup amélioré au niveau de son combat debout dans les dernières années, mais aussi
réussit à toucher la cible parce qu'il est. Tu sais, tu te protèges tellement contre les fameux amenés au sol. Il faut toujours que tu gardes ça en tête qu'à un moment donné, il peut te surprendre en frappant en haut. Là. Donc, c'est vraiment pas facile pour ses adversaires là, de savoir sur quel pied danser parce qu'il peut se battre dans n'importe quel domaine. Là. Absolument, absolument. Puis la clé de ce combat-là pour Poirier, c'est de rester au centre. Il ne peut pas se faire pousser contre le grillage. Il ne sera jamais capable de se défendre de là. S'il se défend une fois, tant mieux, mais on l'a vu. Nurmagomedov a amené tous ses adversaires au sol. Et j'avais les chiffres, là, mais je ne l'ai plus, mais son ratio, son nombre d'amenés au sol depuis sa carrière à l'UFC est incroyable. On dirait que c'est des chiffres qui ont été inventés pour vrai, là, mais c'est la réalité. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Puis, écoute, il faut que Dustin Poirier reste dans le milieu, sprawl and brawl, qu'il mette du volume dans ses coups, qu'il travaille en angle, vraiment qu'il ne reste pas face à Nurmagomedov. Parce que Nurmagomedov va mettre de la pression. Puis s'il commence à courir après, donc là, ça va être bien là, parce que Poirier utilise bien sa portée, tourne bien dans les coups, travaille beaucoup en combinaison et s'enlève du chemin après. C'est ça la clé dans ce combat-là. Contre Nurmagomedov, si on commence à être un petit peu paresseux, et tu n'as pas le droit de devenir un peu paresseux. Tu n'as pas le droit de devenir vraiment là, que tu penses que tu dois prendre une pause. Impossible. Tu peux pas penser à ça. Sinon, tu es fait, c'est sûr. Nurmagomedov a aussi le don d'un petit peu vraiment éteindre là, tous ses adversaires parce que s'il commence le combat fort, si par exemple au premier round, assez rapidement, tu te retrouves sur le dos et tu passes 2, 3, 4 minutes sur le dos, OK, le combat continue pour encore 4 rounds, mais c'est comme si tu n'avais plus de vie. Tu dépenses tellement d'énergie, puis là, tu te dis comment je vais faire pour venir à bout de ce gars-là. Fait que, aussi psychologiquement, j'ai l'impression que Khabib a cette capacité-là d'éteindre ses adversaires. De un, parce qu'il est invaincu en 27 combats, donc sa confiance est dans le tapis. De deux, il va te briser mentalement avant de te briser physiquement. Ça veut dire exactement ce que tu viens de dire. Il va t'amener au sol, il va te grinder, Là, il va te parler aussi. Il va te parler, il va faire paraître le combat facile, puis toi, tu es pogné dans une toile d'araignée, puis là, tu essaies de te retourner, tu essaies n'importe quoi, tu n'as pas d'issue, tu n'as pas de solution, puis lui, c'est comme s'il tourne autour de toi, puis c'est facile. Il te brise mentalement. Et là, après, ben là, tu vas essayer de déchaîner la fureur un peu à terre, là, tu ouvres des ouvertures, bang! Il te défait physiquement. C'est exact, c'est tout le temps ça qu'il fait, Nurmagomedov. Mais ça prend quelqu'un qui est extrêmement technique pour faire ça, qui a un cardio de feu, qui a une discipline incroyable dans son plan de match également. Et Nurmagomedov, ben c'est ça qu'il a. Puis j'ai l'impression que Poirier, par contre, a aussi fait un camp d'entraînement incroyable. Depuis qu'il est passé à 155 livres, il a battu Eddie Alvarez, il a battu Justin Gaethje, il a battu Max Holloway aussi. Là, il a vraiment pris une coche au niveau de l'opposition. Il a battu vraiment... Je pense que sa confiance à Poirier, j'ai l'impression que lui, grâce à ses succès des dernières années, a l'impression qu'il peut battre Nurmagomedov. J'ai vu quelques images, j'ai pas regardé toutes les entrevues, mais j'ai l'impression qu'il va là sans complexe un petit peu parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à perdre. Ben, il y a une ceinture à perdre, mais tout le monde le met perdant. Il est vraiment négligé. Donc, il se promène avec sa ceinture, mais Poirier, moi, je le connais quand même bien. Je l'ai rencontré souvent. Super bon gars. Puis il a quand même assez d'expérience pour savoir que la ceinture intérimaire, là, c'est une ceinture de papier. On s'entend, ça n'a pas de valeur. C'est plate, mais c'est ça. C'est le fun, tu as une ceinture, tu l'accroches dans ton foyer. Mais c'est une ceinture intérimaire. Tu n'es pas le vrai champion. Non. Ça n'a aucune valeur de négociation. Ça n'a aucune valeur quand tu vas voir des... Je sais pas, n'importe quoi. Ça n'a pas de valeur. C'est un titre pour vendre un petit peu plus, pour faire du marketing un petit peu pour la compagnie. Exactement. Sauf que, tu sais, sur 6 combats, sans défaite, il y a des grosses victoires. Là. On parle de Justin Gaethje, Eddie Alvarez, Anthony Pettis et Max Holloway. Il a battu 3 champions du monde. 3 champions du monde dans ces victoires-là. Là. Donc, c'est une belle lancée. C'est sûr que lui aussi, il arrive gonflé à bloc avec une confiance quand même gonflée à bloc aussi. Là. Si ça va au sol, par contre, c'est ça. Il n'a pas de mauvaise lutte, Poirier. C'est non, ça l'affaire. C'est juste que n'importe qui comparé à Nurmagomedov a une lutte inférieure. Souvent, on dit ouais, mais il est black belt en jiu-jitsu brésilien. Ça n'a aucun rapport. La lutte tellement active de Nurmagomedov, il est tout le temps sur le dessus. On ne l'a jamais vu vraiment en dessous, là, Nurmagomedov. Là. Je ne sais pas qui va être capable de l'amener au sol. Je ne pense pas que Poirier va être capable de l'amener au sol avec sa lutte. Peut-être ses pinces. Est-ce que tu veux essayer aussi de l'amener au sol? Aussi, c'est ça, exactement. Mais même si tu es un champion de jiu-jitsu brésilien, Nurmagomedov, quand il est sur toi, c'est déplaisant. Il bouge, il ne se laisse jamais prendre les bras. Il travaille constamment.
il n'y a jamais de temps mort dans ses actions. Donc, c'est ça qui est difficile. Et en plus, ça sera en terrain ennemi là aussi parce que, bon, Nurmagomedov vient du Daghestan, une région de la Russie, mais c'est un musulman pratiquant. Il s'en va à Abu Dhabi où il a énormément de fans. C'est pas pour rien qu'on a mis Nurmagomedov en finale à Abu Dhabi. Poirier n'aura pas beaucoup d'amis dans la foule là-bas. Là. Non, je sais pas comment est la foule d'Abu Dhabi. Là, ou ils sont allés à 2 reprises, je pense. Je pense que c'est la deuxième fois qu'ils vont. Oui, c'est ça. Puis, c'est sûr que Nurmagomedov va avoir... on s'en va là, puis on met beaucoup de publicité autour de Nurmagomedov parce qu'on veut attirer la clientèle musulmane qui est une religion qui a beaucoup il y en a beaucoup dans le monde. Donc, c'est un coup de business aussi. Pour l'UFC. Hey, sais-tu pourquoi que Nurmagomedov porte son maudit chapeau lettre? Comment il appelle ça? Exactement, j'allais ici. Papaka. Exactement. J'ai lu une histoire là-dessus, d'ailleurs, tantôt. Apparemment, avant son premier combat aux États-Unis, son agent de l'époque lui avait dit « Tu devrais avoir quelque chose avec toi qui représente qui t'es, en fait, qui représente d'où tu viens et qui va te différencier de tous les autres combattants américains ou autres qui font seulement rentrer dans l'octogone avec leur linge Reebok. » Et puis, un peu comme Georges Saint-Pierre rentrait toujours avec son G. Ou son bandeau. Apparemment, que Nurmagomedov était à l'aéroport, quittait la Russie pour s'en venir aux États-Unis, puis il est allé dans une boutique. Il a acheté ce chapeau-là pour 50$. Puis ça a fait fureur comme ça. Ouais. Et puis, c'est le même chapeau qu'il porte depuis ce temps-là. Exact. Donc, c'est le 50$ le mieux investi de sa carrière parce que là, tous ses fans s'achètent ce genre de chapeau-là. Mais ce chapeau-là, justement, je l'ai ici, c'est un papaka. C'est une tradition qu'on donnait aux guerriers qui revenaient de la guerre pour les féliciter, qui avaient été des guerriers qui avaient passé à travers la guerre. Donc, c'est un symbolique culture. C'est traditionnel. Traditionnel et de la culture du Daghestan. Et c'est pour ça qu'ils portent ce chapeau-là. Il y a plein de monde qui ne savait pas ça. Moi, je ne savais même pas. Donc aujourd'hui, j'ai lu ça. Je pense qu'on a lu le même article. Probablement. Mais je suis super content de savoir ça et d'être capable de partager cette information-là parce que je suis sûr et certain qu'il y en a plusieurs qui se demandaient d'où ça sortait. Cette espèce de pompon-là au début, je pensais que c'était une perruque là, ou je sais pas trop. Là, c'est un chapeau un peu bizarre, là, honnêtement. Mais ouais, c'est ça, c'est culturel. Et puis ça a vraiment, il a acheté ça un petit peu sur un coup de tête et puis ça a vraiment bien fonctionné. Donc, c'est le combat qui nous intéresse. Khabib Nurmagomedov qui revient. Lui, s'est pas battu depuis octobre dernier. Ça fait 11 mois. On se rappelle que son dernier combat, c'était sa fameuse victoire contre Conor McGregor. Ouais. La suspension qui s'en est suivie après la bisbille dans les gradins, pas dans les gradins, mais aux alentours de l'octogone et dans l'octogone. Donc, enfin, Khabib Nurmagomedov qui avait promis par ailleurs de défendre son titre souvent. Il a dit « On n'aura plus jamais besoin de ceinture intérimaire. Moi, je vais être un champion actif. Je vais défendre mes ceintures. » Pas comme McGregor qui refusait de se battre. Ben, un peu ironiquement, il a pris pratiquement 1 an avant de la défendre. À cause il a été suspendu et à cause du Ramadan. Et il a voulu attendre aussi. Il a voulu attendre que ses comparses de la bisbille... il y en a qui ont reçu des suspensions un petit peu plus longues que lui. Ou en tout cas, il y en a qui vont finir en novembre. Là. Il voulait attendre que toute son équipe soit prête à revenir pour... On fait ça en équipe, nous. Donc, s'il y en a qui sont encore suspendus, ben moi, je reviens pas. Parce qu'on aurait aimé ça le mettre dans l'International Fight Week à Vegas. Au mois de juillet, mais c'était trop proche après le Ramadan. Donc, ils trouvaient que c'était trop proche puis il n'y avait pas assez de temps pour repartir la machine comme il faut. Il y a beaucoup de Russes du Daghestan, en fait, de l'entourage de Khabib Nurmagomedov qui vont se battre cette fin de semaine, notamment Islam Makhachev contre Davi Ramos. C'est chez les 155 livres. Makhachev... qui a une défaite à l'UFC, mais que tout le monde voit comme le prochain, peut-être, le successeur de Khabib Nurmagomedov. À surveiller si vous le connaissez pas, mais un gars extrêmement talentueux aussi. Là, puis le même style, un petit peu, j'ai l'impression. Oui, 5 victoires de suite. Écoute, sa dernière victoire en avril dernier va affronter Davi Ramos. Davi Ramos qui est un champion du monde de jiu-jitsu brésilien très
fort physiquement. C'est un petit trapu qui rentre à l'intérieur. Il a un jiu-jitsu ultra agressif. C'est ça qui est le fun. Hein. Quand on regarde du monde qui sont bons au sol, c'est pas juste du lay and pray pour prendre les positions. Lui, là, c'est kill tout le temps. Il va tout le temps pour la soumission. C'est vraiment plaisant de regarder David Ramos combattre. Mais écoute, encore une fois, c'est vraiment un excellent combat. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être intéressant parce que Makhachev, à son dernier combat, lui, c'était une victoire contre Arman Tsarukyan qui a gagné contre Olivier Aubin-Mercier au mois de juillet. La demi-finale, ce sera Edson Barboza contre Paul Felder, également chez les 155 livres. Oui. Donc, les 3 derniers combats, ça va se passer chez les légers. J'avais pas remarqué ça. Je viens de remarquer. Barboza va tenter de se remettre de sa dernière défaite. Si je ne m'abuse, son dernier combat, c'était sa défaite contre... Attendez, je vais aller voir. Écoute, c'est un combat revanche. Lui, il avait perdu. Il avait gagné, contre Paul Felder. C'est ça. Ça remonte à l'UFC Fox 16. Donc, c'est en 2015. Donc, ça fait quand même long. Ça fait quand même un petit bout. Donc, c'est sûr que les deux, là, on avait donné tout un combat. Ça s'était terminé en décision en faveur de Paul Felder. Barboza, on connaît. Son combat debout, s'il y en a bien un que tu veux pas recevoir un coup de pied, c'est bien lui. Là. En fait, ce que je voulais dire, c'est ça. Barboza va tenter de se remettre de sa défaite contre Gaethje. Son dernier combat, c'était une défaite. Ça se passait au mois de mars. Et mine de rien, je regarde ça, Barboza, 3 défaites à ses 4 derniers combats. Donc, c'est un retour chez les 155 pour Paul Felder aussi. Il a fait une petite entrée à 170. Ça va pas très bien pour Barboza sur le dernier combat. Non, hein. C'est ça, 3 défaites à ses 4 derniers. Exact. Mais il faut dire que c'est pas contre des pieds de céleri. Là. Il a perdu contre Habib. En combat, ça, c'était pas un combat de championnat, mais ça se passait en décembre 2017, après sa défaite contre Kevin Lee. Et revenu avec une victoire contre Dan Hooker. Ça, c'était spectaculaire, le coup au corps contre Hooker. C'est là qu'on a vu que Dan Hooker était tough. Ah oui, hein? Ça, c'était bon. Et puis Gaethje, dans un combat que tout le monde attendait l'hiver dernier, Barboza contre Gaethje. Barboza qui s'est fait passer le KO au premier round. Crochet. Au premier round. Donc, Barboza qui va tenter de... Mais on sait à quoi s'attendre avec Barboza. C'est un gars actif, comme tu dis. Puis il va sortir des coups de pied. Puis il y en a un qui va pas reculer, c'est bien Paul Felder aussi. Puis les deux se connaissent. Il y a toujours une animosité spéciale quand on a un combat revanche. Donc, j'ai bien hâte de voir ça aussi. C'est un combat dans le top 10 des poids légers. Paul Felder qui tente par tous les moyens, qui est un bon analyste, d'ailleurs, on le voit de plus en plus à la télé, mais tente par tous les moyens de gravir les échelons de cette division-là. Pas toujours les meilleures opportunités, mais une victoire contre Barboza, qui est classé 7e, pourrait lui permettre de vraiment s'approcher de son objectif ultime. Donc, je rappelle, carte préliminaire sur les ondes de RDS à midi. Carte principale, 14h à la télé à la carte. Il nous reste quelques minutes, peut-être le temps de parler de... Oui, on peut dire juste Nordine Taleb va se battre sur la carte. T'as raison, c'est vrai. Maintenant, il ne reste plus ici, là, mais il s'est entraîné longtemps chez TriStar, un Canadien d'adoption. Maintenant, je pense qu'il reste en France ou en Thaïlande. Je ne sais pas trop, là, mais il s'entraîne beaucoup en Thaïlande. Et il va se battre sur la carte aussi là, dans les premiers combats préliminaires. Donc, à suivre contre Muslim Salikov, un autre Russe qui sera sur cette carte-là. Nordine, je sais, ça va être à suivre si Feraz Zahabi va être dans son coin. J'ai vu des photos de Feraz sur les médias sociaux, donc peut-être que vraiment peut-être que Feraz n'a pas fait le voyage avec Nordine. À suivre. Ça va être intéressant. Je ne sais même pas s'il est venu ici à Montréal pour ce combat-là. C'est ça. Son dernier combat à Nordine, c'était à Ottawa, contre Karl Prepolek. Il avait mis fin à une séquence de 2 défaites. Donc, ça avait été un des seuls Canadiens qui avait gagné ce soir-là à Ottawa. Puis ça n'avait pas été... Ça n'a pas été le combat le plus spectaculaire non plus. Donc, mais Nordine a de la puissance. Donc, quand il connecte, quand il est dans une bonne journée, ça peut faire des feux d'artifice également. Cyborg, avant de quitter, qui a signé chez Bellator. C'est pas vraiment surprenant, mais apparemment qu'on lui a vraiment donné un pont d'or. Puis elle va faire beaucoup d'argent. Un pont d'or et surtout, on lui a donné la permission d'aller combattre ailleurs dans d'autres sports. Donc, elle pourrait faire de la boxe professionnelle, elle pourrait faire du kickboxing professionnel, elle pourrait aller faire de la boxe thaïlandaise professionnelle. On lui a donné le go pour ça. Dans d'autres sports. Dans d'autres sports également. Donc, ça, c'est bien pour elle parce que, tu sais...
En arts martiaux mix, on sait que veut pas, à son poids, il n'y en a pas tant que ça. Donc, peut-être il y en a un petit peu plus à la boxe. Si on s'en va plus du côté de l'Europe, des bonnes combattantes au niveau juste de la boxe taille, il y en a plusieurs aussi. Donc, tant mieux pour elle. Intéressant. Écoute, tant mieux pour elle. Si on lui a déplié là, des liasses d'argent, pourquoi pas? T'sais? Ben, c'est parce qu'elle a encore un bon fanbase. Je veux dire, au Brésil, ça va rester quand même une combattante extrêmement populaire. Et puis je pense que Bellator veut tenter de vraiment couper de l'herbe sous le pied de l'UFC. Sauf que, tu sais, Bellator, j'aime beaucoup Bellator. C'est une compagnie qui prend bien soin de leurs combattants. Aucun problème avec ça. Mais ils vont toujours avoir l'espèce de réputation de prendre les combattants que l'UFC ne veulent plus. Donc, c'est vraiment le cas cette fois-ci. Là, je vais faire attention à ce que je vais dire, là, mais je vais juste répéter ce que j'entends. Et ça vient pas de moi, mais on dit souvent que Bellator ramasse les déchets de l'UFC. Donc, en voulant dire que l'UFC ne veut plus rien de ça, on le met ça aux poubelles. Bellator, ils sont tous sur. OK, sing. Quand tu regardes ce qui se passe au Bellator aujourd'hui, les championnats du monde, là, ça va être Heavyweight, ça va être Ryan Bader contre Cheick Kongo. Puis le Cheick Kongo dit que s'il gagne, il devrait être considéré comme le meilleur poids lourd de tous les temps parce que Bader a battu Fedor Emelianenko. Ça va faire les dominos. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, exact. Sauf que, tu sais, la meilleure prise vraiment que Bellator a fait, c'est Rory McDonald. Parce qu'à part ça, Benson Henderson, ça a été un flop quand même. Là. Rory est parti au sommet, peut-être pas de sa gloire, là, parce qu'il venait de perdre un combat, mais deux combats de suite. Tout le monde le considère quand même comme un des meilleurs 170 livres au monde. Et l'UFC l'aurait signé, je veux dire. C'est pas qu'on n'en voulait plus de Rory McDonald, c'est juste que Bellator a juste offert plus d'argent. Ouais. Donc, ce fameux concept d'agent libre, de joueur autonome, qui existe dans des ligues professionnelles, mais qui existait plus ou moins en arts martiaux mix. On a tenté Rory a tenté de mettre ça pas mettre ça sur pied, mais de profiter de ce système-là. Lui, il a réussi. D'autres, comme Chris Cyborg, a réussi visiblement si on lui a donné autant d'argent qu'elle l'a dit. Le seul avantage d'aller à Bellator pour les combattants, la paye n'est pas mieux. La paye n'est pas vraiment mieux d'une place à une autre. C'est juste que Bellator, tu peux utiliser tes propres commanditaires, c'est tout. Donc, tu peux aller faire beaucoup plus d'argent en exposant tes commanditaires qu'à l'UFC quand ils sont pris un peu, ils sont pas un peu, mais ils sont pris avec Reebok. Mais c'est la seule chose. Mais quand on regarde, on dit que l'UFC ne paye pas bien le combattant. Le salaire minimum à l'UFC, c'est 10 000 plus 10 000 Donc, si tu gagnes, tu fais 20 000. Si tu perds, tu fais 10 000 Regardez ceux qui se battent en sous-carte au Bellator. Il y en a qui se battent pour 1 500 $. Là, je ne vous parle pas des cartes. Le vrai Bellator, le vrai Bellator, où ce que Roy McDonald va se battre, faire 400 000 le premier combat de la carte, le gars va faire 1 500 s'il est chanceux, 2 000 $. Un gars comme... à un moment donné... un gars comme... puis ils font beaucoup de... Il y a beaucoup de combattants qui sont qui sont pas sur des contrats, disons, là, qui vont un combat à la fois. Mandel Nalo, j'avais entendu, qui s'entraîne ici à Montréal au TriStar, j'avais entendu dire qu'il n'avait pas vraiment de contrat avec Bellator. Il a fait 2 combats pour eux, si je ne me trompe pas. Mais à chaque fois, c'était un contrat d'un seul combat. Puis là, ça fait un méchant bout de temps qu'il ne s'est pas battu. Il avait réussi un super KO à sa dernière sortie. Exactement. Là... Je vais faire une parenthèse là-dessus, là, pour vrai, parce que ça, là, ça me fâche, pour vrai. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, Madden Nalo. Je ne sais pas comment on s'en occupe. Je ne sais pas s'il veut faire ça comme carrière. Mais ce gars-là, c'est un talent qui dort. Puis que je comprends pas pourquoi personne s'en occupe pas. Je comprends pas pourquoi. Ce gars-là pourquoi il se bat pas plus souvent. Ce gars-là est ultra spectaculaire. Tout le monde qui s'entraîne avec lui me dit hey, c'est une machine. C'est un monstre, ça, pour vrai. Puis on n'entend pas parler. Ce gars-là, je l'ai vu en entraînement, je l'ai vu en combat. Il est extraordinaire. C'est un gars d'ici. Puis on n'entend pas parler. Puis encore une fois, je lance pas la pierre à personne parce que je sais pas ce qu'il veut faire dans la vie. Puis je sais pas comment que ça marche dans son équipe. Mais on aimerait ça le voir plus souvent. Vraiment qu'il soit peut-être mieux guidé, qu'il soit juste lancé à quelque part. Ou je sais pas ce qui se passe. J'aimerais ça le voir beaucoup plus souvent. Qu'on soit capable d'aller lui chercher un contrat de 3-4 combats, comme c'est la norme, disons, à l'UFC. Souvent, c'est des contrats de 4 combats. Et puis qu'il puisse en faire des combats pour se faire valoir, pour essayer d'augmenter sa valeur aussi. Parce que là, c'est pas en se battant une fois par année en sous-carte de Bellator que... En même temps, on ne sait pas. On le sait pas. Il y a peut-être d'autres choses. Bref, si vous le connaissez pas maintenant, allez voir ses faits saillants. Le Mandel Nalo. Un Ontarien qui s'entraîne ici au TriStar. On va finir l'émission avec BJ Penn parce que tu vas parler un de tes préférés, en fait, ou qui a été ton préféré. Parce que c'est une légende, là, c'est une légende. Mais je sais pas si vous avez vu ça, mais... Dis-le. Je sais pas si vous avez vu les vidéos, là, mais...
Il a été impliqué dans une bagarre dans un bar, qui s'est après ça transposé dans la rue. Et puis, tu sais, on parle d'un combattant professionnel qui a été champion du monde dans 2 catégories de poids différentes, qui se fait passer un KO par 2 petites tapes d'un gars chaud dans un bar. Je sais pas c'était où. OK, je pensais que t'allais arriver à la conclusion. Là. Eh bien là, apparemment ne se battra plus à l'UFC. Yes! Enfin! Ça faisait combien de fois qu'il se perdait de suite, là? 6-7? Ah oui, beaucoup. 6-7. Beaucoup trop. Puis là, il disait, ouais, mais moi, là, je me fais jamais faire mal. Et là, pour vrai, ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo-là de BJ Penn dans la rue, de un, ça fait 2 fois qu'il se fait prendre à se battre dans la rue dans à peu près 1 mois. Et là, il s'est fait passer de knock-out avec une claque à la gueule. Là. C'est exactement gifle, ça. Hein? Il est tombé, il s'est relevé par la suite. Là, après ça, il a grapplé le gars. Mais ça va pas bien. 7 défaites de suite. Exact. Sa dernière victoire remonte à 2010. Donc 7 défaites de suite et 9 à ses 10 derniers combats. Le gars Dana White n'a pas sorti aujourd'hui dans les médias. Et a dit c'est terminé. Là. Ouais. Il dit là, puis il l'avait dit en plus au dernier combat, il dit je peux pas redonner un autre combat à BJ Penn. 1 mois plus tard, BJ Penn contre Nick Lentz. Annoncé. What the hell? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais écoute, enfin. À un moment donné, si l'athlète n'est pas capable de s'arrêter par lui-même, ben son employeur, faut qu'il fasse quelque chose. Mais sais-tu qu'est-ce qui va arriver, là? Puis écoute bien, on est quelle date aujourd'hui? On est 5 septembre 5 2019. septembre. Regarde bien ça. Il va signer à Bare Knuckles. Je te le dis. Oh, hey, s'il fait ça. Je te le dis, je suis sûr et certain. T'as-tu vu, Vanderlei Silva vient de signer à Bare Knuckles. Mike Hunt a signé à Bare Knuckles aussi. Wow. Je te le dis. Okay. 5 septembre, aujourd'hui, écoute bien ce que je t'ai dit là. À suivre. C'est sûr que je me suis planté avec mes prédictions au dernier show, mais sérieux, je ne serais pas surpris. Puis Bare Knuckles va l'appeler. Puis je serais pas surpris qu'il signe avec Bare Knuckles. Ouais, j'espère qu'il y a d'un entourage, qu'il y a des gens qui vont l'empêcher de faire ça parce qu'il est déjà hypothéqué, là. Pas mal. Ben oui. BJ Penn, au niveau physique et mental, visiblement. Mais physique, là, au niveau des coups à la tête. Là. Et puis là, si tu en vas faire de la boxe à main nue en plus. T'as dit. Aïe, aïe, aïe. Ça va arriver. Aïe, aïe, aïe. À suivre. Pat, merci beaucoup. Sur le temps qu'on avait. C'est ça. Bon, UFC 242 cette fin de semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit bientôt pour un autre épisode de Dans la cage. Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec.